semaine d'actualité sociopolitique qui se décrypte sur ESAE TV. Chers amis internautes, bonjour et bon réveil matinal. Bienvenue sur Info Hebdo. Ce samedi, chers amis internautes, je reçois pour vous le bâtonnier Jacques Migan, qui est acteur politique. Il sera face à Aboubacar Baparapé, avocat au barreau de Cotonou, président de l'ODHP, entendez, Organisation pour la défense des droits de l'homme et des peuples au Bénin. Chers amis internautes, avec ces deux invités ce jour, nous essaierons de décrypter le discours sur l'état de la nation prononcé par le président Patrice Talon le mercredi 29 décembre dernier. Et en fin d'émission, nous parlerons de la grâce présidentielle. Les avocats de droit, nos droits qu'ils sont, ils nous diront dans quelles conditions on peut bénéficier d'une grâce présidentielle. Qu'en est-il pour les cas Joël Aïvor et Rekia Madougou? Sans plus tarder, juste après l'instant pub, on les retrouve pour le décryptage. Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Le décryptage de ce matin, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, se fera avec vous, Jacques Migan. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, chers confrères. Oui, merci d'avoir accepté notre invitation. Mais écoutez, c'est toujours un plaisir chaque fois que je puis m'exprimer et surtout aujourd'hui débattre avec un confrère qui est aussi un grand débatteur. Bonjour à vous, Maître Baparapé. Merci de nous honorer de votre présence. Oui, merci, monsieur Achiro. Vous êtes très bien habillé. J'ai voulu faire comme vous, Maître Baparapé. La fête s'annonce belle. Elle s'annonce véritablement belle. Donc, j'en profite pour d'abord saluer le bâtonnier Migan, un grand ami qui m'a toujours porté. Et je voulais également profiter de votre antenne pour souhaiter par anticipation un vœu de bonne et heureuse année à vos téléspectateurs, à vos internautes. Que l'année 2022 soit une année de paix, de grâce, et de plus de liberté, de plus de démocratie, et que le combat soit à la hauteur des attentes du peuple. Alors, Maître Baparapé, je reste avec vous. Mercredi dernier, le président de la République, chef de l'État et chef du gouvernement, Patrice Talon, a prononcé devant la représentation nationale son discours sur l'état de la nation en tant que citoyen, en tant qu'homme de droit. Vous avez suivi ce discours avec assurance. Alors, qu'est-ce que vous retenez de ce discours? Oui, j'ai retenu deux choses. J'ai retenu que le chef de l'État s'est prononcé sur la question d'insécurité, et je ne dis plus rampante, mais d'insécurité qui secoue notre pays, auquel notre pays est désormais confronté, comme les pays limitrophes, le Burkina, le Niger, etc. C'est une préoccupation pour tout le monde parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer, quand et où ces terroristes peuvent frapper. Donc, en tant que chef de l'État, c'est tout à fait normal
qu'il s'y penche. Il y a l'autre insécurité rampante dans les marchés, les bonnes dames. On a fait un micro-trottoir, elles ont parlé de cette insécurité, et des vols, etc. Bon. Ensuite, maintenant, l'autre question, c'est la question de la misère, la question de la faim, donc, qui s'est installée durablement dans notre pays et face auquel le chef de l'État a cru donner de réponses, de justificatifs, des explications en disant que c'est le coronavirus. Ces explications ne vous ont pas convaincu? Non, parce que, mais écoutez, le chef de l'État est dans son rôle de ce qu'il avait dit, c'est un discours politique, donc d'esquive de la réalité que vivent nos concitoyens, que nous vivons nous tous, à savoir l'absence de ressources pour pouvoir faire face aux besoins vitaux, à savoir le pain. Deuxièmement, la liberté. Par rapport au pain, au départ, il avait dit que, souvenez-vous, dans son premier mandat et dans les tournées qu'il avait eu à faire pour justifier le fait que le pays soit dur, que le pays soit serré, il disait que c'est l'argent que les fonctionnaires volaient qui circulait. Quand on dit l'argent ne circule pas, l'argent ne circule pas. Si l'argent ne circule pas, c'est que désormais, on a fermé le robinet et que le fonctionnaire doit se limiter à son salaire. Et c'est ça qui fait que l'argent ne circule pas. Alors, aujourd'hui, ce n'est plus l'argent volé, mais c'est plutôt Corona qui fait que, bon, les produits de première nécessité sont devenus chers, les produits d'exportation sont devenus chers, et que donc, la cherté de la vie est mondiale. Et que donc, le gouvernement n'est pas responsable. Quand même, c'est trop gros. C'est une fuite en avant. À ce niveau, vous êtes un peu déçu. Je vous reviens. Oui, dans un je instant, suis vraiment déçu. Baparapé, parce qu'il y a beaucoup d'autres sujets qui ont été occultés. Mais ça, là, déjà. Bon, je reviens. Nous sommes des acteurs politiques. On va suivre. Je rappelle à la population ce que le chef de l'État avait dit pour justifier la misère. À savoir que à Djokwe, l'argent du vol, bon, je ne suis pas fort, mais c'est l'argent du vol qui circulait. Maintenant, cet argent-là, lui, il a tout serré et que c'est ça qui fait qu'il y a la misère. Ce n'est plus aujourd'hui l'argent de la misère et l'argent du vol, mais aujourd'hui, c'est Corona qui a fermé les robinets un peu partout dans le monde. Alors le bâtonnier va nous dire, lui, ça l'étude de la chose. Votre vis-à-vis qui parle d'un discours politique, d'un discours d'esquive de la réalité. Alors, est-ce que vous partagez cet avis avec lui? Non, en partie. En partie, lorsqu'il a commencé son intervention, il a mis l'accent sur la sécurité rampante qui est une préoccupation pour tout le monde. Parce que le chef de l'État a évoqué deux sujets qui sont d'actualité. Je dirais même trois. Le premier, c'est sur la sécurité, la lutte contre les djihadistes. Le deuxième, c'est la sécurité sanitaire et ses implications, son impact, je dirais, sur le social. Ce qui m'amène à parler des 3 S. Sécurité contre les djihadistes, sécurité contre le coronavirus et sécurité sur le plan social. Ce que j'ai apprécié dans ce que vient de dire mon confrère en ce qui concerne la préoccupation pour tout le monde de cette sécurité contre les djihadistes, c'est une affaire de tout le monde. Le territoire béninois, son intégrité, nous devons tous défendre cette intégrité du territoire. Et vous constaterez ce jour que le chef de l'État, dans son discours qui a duré 19 minutes, a fait comme tous les chefs du monde et fera comme tous les chefs du monde feront comme lui, parleront de ces sujets-là, sécurité contre
le terrorisme, sécurité contre le coronavirus. Ça, vous ne pouvez pas y échapper. Et en ce qui concerne la sécurité contre les djihadistes, je crois que gouverner, comme je le dis, c'est prévoir. Et il nous a dit que des dispositions avaient été prises bien avant ce que nous avions connu il y a encore quelques jours. Ce qui veut dire que son gouvernement a pris les dispositions préventives, entendant le bruit de bottes du côté de nos voisins, le Burkina, le Niger, le Mali, qui sont tout le temps confrontés à ce fléau que nous appelons le djihadisme, le terrorisme. Donc je crois qu'il faudrait saluer cela, saluer cette disposition du gouvernement qui est appréciée par mon vis-à-vis. Mais par rapport à ce pan du discours qui a été décrypté et commenté par Maître Parapé, où il dit qu'il est confus par les propos du chef de l'État, parce qu'entre-temps, le chef de l'État aurait justifié la misère par le J'en viens, puisque je vous ai parlé de plusieurs sujets, de 3. Oui. Là, nous sommes sur la sécurité pour lutter contre pour conserver l'intégrité, et ça nous concerne. Oui. Maintenant, avant d'aller à la vie chère, je crois qu'on ne peut pas occulter le coronavirus. Il faudrait d'abord en parler parce que c'est le deuxième sujet qu'il a évoqué. Et ce deuxième sujet qu'il a évoqué, c'est encore un sujet qui nous concerne tous. Que l'on soit de l'opposition, que l'on soit de la mouvance, que l'on soit politique ou non politique, je ne connais pas de Béninois aujourd'hui, à moins qu'il soit aveugle, à moins qu'il soit dans la désinformation, pour dire que le virus n'est pas là. Il est là. Et le Bénin est salué comme le premier pays qui a pris les dispositions. Il vous souviendra le cordon sanitaire qui avait été mis sur pied pour contrer cette Allemande et ce Burkinabé dans la zone. Alors, pour revenir à nos moutons, en ce qui concerne mon confrère, qui hier disait que le chef de l'État parlait de ceux qui ont volé et parce que l'argent ne circule pas, parce qu'il y a eu d'économies sur ce point. Je dis oui, et il a parfaitement raison. Les deux sont liés, coronavirus et la lutte contre la corruption. La lutte contre la corruption, lorsqu'il est arrivé, il vous souviendra, les 2 premières années, ce qu'on a économisé, c'est plus de 2 milliards de francs CFA, 200 milliards de francs CFA. Je dis bien 200 milliards de francs CFA qui ont été investis dans le développement du pays. Alors, quand vous prenez nos paysans, est-ce que oui ou non, nos paysans ont failli dans la production vivrière? Non, ils n'ont pas failli. Au contraire, la production a cru. Seulement ce que nous oublions, et le chef de l'État l'a bien dit, les produits manufacturés coûtent cher. Et pourquoi? C'est là où il faudrait que nous expliquions aux uns et aux autres. Lorsque vous importez, les bateaux ne viennent plus pour les raisons dues au coronavirus. Pour trouver un bateau aujourd'hui qui vienne déposer les produits importés, vous n'en trouverez pas. Vous n'en trouverez pas. Et je dis bien, vous n'en trouverez pas, ce qui fait que les produits qui viennent coûtent cher. Et comme les produits coûtent cher, c'est normal que ça se reflète, ça ait un impact sur les produits locaux. Et ce qui entraîne la cherté de la vie. Sinon, les produits en eux-mêmes qui ont été produits, les produits vivriers, nous avions dit, je viens de le dire, mais vous ne pouvez pas acheter aujourd'hui, comme je donne souvent cet exemple en ce qui concerne l'huile, comme je peux donner d'autres, l'huile, mais nous l'importons. Beaucoup de produits que nous importons coûtent cher et c'est normal que le paysan qui a utilisé, qui hier vendrait sa mesure de maïs à tel prix, mais il faudrait qu'il achète aussi de l'autre côté certains produits pour pouvoir faire cuire. Mais en faisant cuire, il est obligé de lever le prix de vente de son produit à lui pour acheter le produit importé qui est cher. Je me retourne vers vous. Vous avez suivi la clarification de Maître Migan. Est-ce qu'il vous a convaincu? Vous le direz. Non. Mais tout à l'heure, dans votre première intervention, vous avez dit qu'il y a beaucoup de sujets qui ont été occultés par le chef de l'État dans son discours. Lesquels, par exemple, selon vous? Oui, d'abord, les sujets. Vous voyez, il s'agit du père de la nation. Il s'agit
de la gestion de la cité qui concerne justement tout le monde. Or, vous voyez, il y a une sorte d'exclusion et c'est unanime qu'on reconnaisse, qu'on soit mouvancier et comme le bâtonnier ou qu'on soit acteur politique encore comme lui et acteur politique soutenant l'action du gouvernement ou qu'on soit de l'opposition ou qu'on soit neutre. De l'opposition comme vous? Bon, moi je suis un résistant. Moi, je suis un résistant. Je suis un résistant. Je suis un résistant et un vétéran de la résistance. Voilà. Donc, je disais que qu'on soit d'un camp comme dans l'autre, on est obligé de reconnaître une chose, qui a l'exclusion. Parce que le chef de l'État s'est mis dans la dynamique d'exclure les autres et de ne travailler qu'avec ces gens. Alors, quand tu veux travailler avec ceux que tu estimes être tes partisans et tu mets le coude sur les autres, il y a deux problèmes qui sont là. Est-ce que les autres vont accepter et exclure de participer donc à la construction nationale? Première chose. Deuxième chose, oui. Tu bâillonnes, tu empêches les gens de parler de façon générale. On va te dire, bon, mais Maître Baparapi parle quand même. Maître Migan parle quand même. Bon, non. Ça dit, autoriser la parole, c'est différent. Donc, il faut faire la nuance. Autoriser la parole à certaines personnes, c'est différent de imposer comment on appelle ça, le silence à tout le monde. Donc, chacun vit dans la peur. Dans ce contexte-là, le chef de l'État vient à la télévision, devant l'Assemblée nationale, la représentation dite nationale. Vous comprenez? Je dis dite nationale, je pèse mes mots, puisque c'est les frères siamois qu'on a rassemblés et on a mis là, qui ne font plus le travail que ce que le chef de l'État leur demande. Alors, donc, les questions de liberté sont là, les questions de démocratie, les questions de gouvernance sont là. Rien de tout ça n'a été abordé. Et puis bon, deux sujets, c'est vrai, deux sujets majeurs de préoccupation, sécurité, sécurité et sécurité. Donc, 3 S. Alors, donc, quand il dit sécurité, sécurité, 3 S, et le bâtonnier dit que les produits de première nécessité et tout ça sont chers et que ça influe sur les produits locaux, mais écoutez, la mobilisation des ressources qu'il y a eu pour construire, parce qu'on a dit si l'économie marche, si le bâtiment marche, c'est que l'économie marche. Et on a été d'accord que vers la fin du mandat, à partir de 2018-2019, le chef de l'État a fait des routes, a fait dans certaines localités, parce que chez moi, dans les 2 KP, l'asphaltage est toujours attendu. Pour aller chez moi à Kwandé, c'est la croix et la bannière. Et il y est venu, il a vu que ce que je dis, les publics reportages que je fais par rapport aux routes des 2 KP, ce n'est pas du faux, c'est des réalités qu'on vit. Alors, où on a trouvé cet argent? L'argent a été mobilisé, mais pour construire les routes. Alors, donc ça veut dire que le chef de l'État veut voir Cotonou devenir Hong Kong et Porto Novo devenir peut-être Wuhan, ou bien là, mais que les Béninois continuent de rester affamés pourvu que lui laisse ses gratte-ciel, pourvu que lui laisse ses asphaltages, et puis bon, c'est le développement, et puis c'est le succès du PAG. Merci à vous. C'est ça que nous disons non, que c'est pas comme ça normalement, parce que nous sommes là aussi à travers nos observations, à travers nos critiques, pour aider aussi le gouvernement à mieux faire. Puisque aujourd'hui, il n'y a plus personne qui parle. Si tu parles, mais tu es comme le dit le militaire, tu es bon bouillon. Mais au moins, nous, on a le courage au moins d'attirer l'attention du chef de l'État à travers vos médias sur le dysfonctionnement de la République. Alors, on doit tenir compte de ça. Maître Migan, dans son sinon, il ne faut pas être là argumentaire, à chaque fois venir acclamer dans son argumentaire. Et tu référais là, ne lui rendent pas service.
Il ne lui rend pas service, Maître c'est nous qui lui rendons service. Dans son argumentaire, a évoqué un certain nombre de choses. Il parle d'exclusion au sein de la classe politique. Il parle de bâillonnement des libertés d'une assemblée pratiquement aux ordres du chef de l'État. Maître Migan, est-ce que le constat est le même à votre niveau dans la République? Non, Que la construction du pays exclut le social, le pain, la liberté. Bon, Mais vous savez, regardez. non, je crois que nous sommes en train de vivre des moments très riches aujourd'hui, quel que soit le domaine. Prenons le domaine du droit d'expression. Nous sommes en train d'échanger, vous et moi, et vous dites ce que vous pensez. Vous ne sortirez pas d'ici et être accueillis par, je ne sais pas, la police comme cela se faisait. Vous ne serez pas poursuivis même après. C'est une manière de dire que la liberté d'expression est une réalité aujourd'hui dans notre pays. Je donnerai quelques exemples. Et surtout après avant les élections présidentielles. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu de l'opposition? Et j'ai toujours dit, quand vous prenez un certain M. Azanaï, il a dit tout ce qu'il voulait, tout ce qu'il pensait. Mais à la seule, avec beaucoup de réserves, c'est dans le respect de l'article 34 de la Constitution. C'est-à-dire, il sait que dans ce qui concerne l'animation de la vie politique, il peut dire, mais en respectant l'ordre constitutionnel, la Constitution et la loi. Ne pas aller, par exemple, dire que M. Baparapé a porté un chapeau qu'il a volé quelque part. Non. Il doit rester dans le contexte de l'animation de la vie politique. Prenons le cas de Mme Madougou. Prenons le cas de M. Aïvo. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit sur toute l'étendue du territoire qu'ils ont parcouru? À aucun moment, ils n'ont été inquiétés. Et personne ne sera inquiété en ce qui concerne la liberté d'expression. Ça, c'est le premier point. Vous parlez d'exclusion. Je crois que quand vous observez autour du président Patrice Talon, ça surprend plus d'eux. La plupart du temps, Patrice Talon fait avec ce que nous appelons les Béninois. Il ne va pas chercher des Nigérians, encore moins des Togolais. Il ne va pas chercher des Burkinabés. Il ne va pas chercher ceux qui ne savent pas faire. Il va chercher la compétence. C'est-à-dire, c'est la rigueur et il le fait dans l'intérêt supérieur de la nation. Vous voyez autour de lui aujourd'hui, vous serez surpris de constater que ceux qui sont là, avant tout, c'est parce qu'ils croient en la compétence. Ce ne sont pas des gens qui sont ou qui étaient avec lui. Je dis tout de suite non. Observez et auscultez. Troisième chose, il est l'homme. Lorsque vous êtes même de son obédience, lorsque vous commettez une erreur, lorsque vous êtes en faux par rapport à la loi, c'est mistraité, c'est la criette et c'est légion en ce qui concerne les gens qui soutiennent le chef de l'État, que vous soyez et de l'opposition et que vous soyez et de la mouvance. Nous avons enfin un pays qui est dirigé, un pays qui est gouverné. On peut l'aimer, l'homme, on peut le détester, l'homme, mais quand on observe ce qui est en train de se réaliser, je crois qu'on peut tirer chapeau à ces réalisations. Oublions Talon, mais regardons ce qui se passe. Vous aviez parlé de votre région en ce qui concerne l'alphatage. Mais il nous l'a dit lors de son discours. Ce qui a été fait lors de mon premier quinquennat, durant mon second quinquennat, ce sera 3 fois. Et ça fait partie de votre région. Notre région sera alphatée. Je vous le promets. Ça fait partie. Je suis même content que vous ayez évoqué ce cas. Tout sera fait. Ce que l'homme dit, il le fait. C'est une des raisons pour lesquelles les porte-noviers l'appellent. À l'Assemblée nationale? Doha. Doha, ça veut dire quoi? Il a dit et il fait. L'homme qui dit, l'homme qui fait. Moi, je ne vous le dis. Au contraire, ce que recherche Patrice Talon, et je le veux aussi pour vous, c'est que vos critiques soient des critiques constructives. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'intégrité du territoire. Je vous ai dit, oui, nous sommes entièrement d'accord. Et si vous voulez, lorsqu'on va attaquer le coronavirus, je suis convaincu que nous serons d'accord également. Et je vous ai expliqué en ce qui concerne le panier de la ménagère, pourquoi il est comme cela
Et pourquoi je vous ai dit que... Alors, Maître Migan, Oui. par Oui, rapport c'est ça. à l'Assemblée nationale, Oui. Maître Baparapé, tout à l'heure, dans son argumentaire, disait que le chef de l'État était devant une Assemblée nationale qui était pratiquement, au moins, qui est à ses ordres, si je dois... Je vais vous répondre sur ce point. si Nous je peux avons dire. une loi. Et quand on est un homme politique, il faudrait réfléchir 1000 fois avant de poser un acte. Nous avons un contexte dans lequel où il était question, les dates sont là, l'histoire est là. On a demandé que l'on soit d'aller désormais au regroupement des partis politiques. On ne va pas refaire l'histoire. Mais malheureusement, certains, têtus, ou encore parce qu'ils ne lisent pas les tests. Ne lisant pas les tests, donc ils ont fait avec les anciens tests qui gouvernaient. Et ce qui fait qu'ils ne sont pas allés à regroupement comme l'ont fait l'UP, comme l'ont fait le BR aujourd'hui. Ils ont préféré demeurer dans la logique des anciennes lois de 2013. Et ça a été préjudiciable. Non, Oui. je reviens, Oui, Maître monsieur le Baparapé. journaliste, oui. Ça a été Je sais que vous préjudiciable. avez envie de répondre. C'est comme vous allez vous. répondre d'abord. avant. Qu'est-ce qui vous coûte aujourd'hui? Ce qu'on voulait, je crois que c'est une bonne chose d'aller au regroupement. Je prends deux exemples. Oui, pour Deux finir, exemples pour très finir. simples. Pour finir, Oui, oui. je prends le cas de l'UDBN. Vous avez beaucoup de choses à dire. L'UDBN, mais en nous sommes son pris par le temps, est allé aux élections et a constaté que ça ne l'amenait nulle part. Et au finish, a intégré un grand parti comme d'autres l'ont fait. Quand je prends le cas d'un parti qu'on appelle le PRD, qui est de ma région, qui continue toujours à faire le gros dos, mais il fera le gros dos jusqu'à quand? Lors des Peut-être que élections Maître législatives. Baparapé va répondre. Mais ils en ont fait les frais lors des élections et législatives et municipales et communales. Donc, il faudrait que nous soyons dans l'air du temps. L'air du temps Maître aujourd'hui. Baparapé, vous voulez réagir? L'air du temps, Oui. l'air du temps, c'est de laisser le peuple s'épanouir à travers ce sur quoi nous sommes tous d'accord, ce sur quoi nous avons combattu, la démocratie et la liberté. Lui, il a fait sa lecture de la démocratie, il a fait sa lecture des libertés. En disant que Réki Amadougou et Candide Azanaï, autant qu'il reste dans la Constitution, bon. Mais écoutez, la charte des partis. La charte des partis. Aujourd'hui, il y a combien de partis? Il y a 2 partis. Partis d'obédience, qu'on appelle les frères. Nous avons 13 partis. Oui, Peut-être même 14. oui, mais toléré. Vous comprenez? Toléré. Donc, c'est à travers les lois, parce que le président de la République a été très astucieux. Il a mis son assemblée à son ordre et lui a imposé de voter des lois qui lui sont favorables. À partir de cet instant, quand tu veux parler, tu dis, mais c'est les lois. Je suis désolé, c'est la loi. Et ils vont la subir. Bon, comme il a une expression légendaire qui est passée dans le langage populaire, c'est la loi, ils vont la subir, quelque chose de ce genre. Vous allez en souffrir. Bon, vous allez en souffrir, mais ils ne peuvent rien. Mais c'est ça qui a éliminé tous les autres partis. Ensuite, on a... Mais ça a été dans le contexte. Écoutez, on a parlé ici de fautes mineures, de fautes majeures. Donc, tant que le ministre de l'Intérieur ne voulait pas, mais comment on appelle, avait reçu des instructions pour ne pas donner le quitus, pour ne pas valider, mais personne n'a pu être validé. D'ailleurs, non, je viens. Il a dit qu'on ne va pas refaire l'histoire, mais on va quand même rappeler, quand le chef de l'État a reçu les partis, dont le Parti communiste, il a dit qu'il va donner des instructions au ministre de l'Intérieur pour que, comment on appelle, on puisse accepter s'ils sont dans les règles. Mais comment? C'est comme un douanier, tu ne peux jamais être en règle avec un douanier. Donc le ministre de l'Intérieur est devenu un douanier pour les partis politiques. Non, c'est ça la réalité. Et c'est donc, on a écarté ceux qui sont gênants. En face de oui, on a écarté ceux qui sont gênants. Et puis bon, on a couvert ceux qui, même si qui sont censés ne pas être réellement des leurs, mais qui ont fait allégeance. C'est de ça qu'il s'agit, monsieur le bâtonnier. Alors, donc tout ce que vous dites... Migan, non, je viens. Oui. Il y a une chose, celle d'avoir insufflé la peur et donc de tenir le peuple par la peur. Et donc on dit que le Bénin est désormais gouverné. Et c'est cette gouvernance-là, c'est de cette gouvernance qu'on a besoin, où tout le monde a peur, où tout le monde se dit, bon, on a créé une juridiction là, à son ordre, où
On dit, bon, si tu frappes, et ils vont frapper, ne frappe pas, on ne frappe pas. C'est ça Maître Migan, que le bâtonnier applaudit en comme quelques secondes, en quelques un minutes, thème un de petit démocratie. commentaire, Non, pour qu'on puisse les cas de passer Haïbor, au c'est sujet ça que suivant. j'appelle les Oui. paroles tolérées. On en vient bientôt. Non, Paroles tolérées, donc c'est Haïbor pas et ça la Madougou, on en vient. c'est pas ça la je viens de démocratie. dire à Je suis mon désolé. frère que la critique constructive dans l'intérêt du développement du Bénin est bienvenue. Et je crois que chaque fois que vous ferez des critiques, des propositions, des suggestions, croyez-moi, il n'y a pas plus ouvert que le président Patrice Talon. Et j'en fais toujours. Et faites, et vous constaterez que ce que vous direz, si cela va dans ce qui peut lui permettre de faire progresser notre pays, Patrice Talon est toujours preneur parce qu'il a il a conscience. Je crois qu'il a conscience que le Bénin, ce n'est pas lui seul, c'est nous tous. C'est vous, c'est moi. Malheureusement, nous avons tendance à croire qu'une fois que l'autre est aux responsabilités, il appartient à une obédience et il faudrait, parce que nous ne sommes pas de cette obédience, qu'il fasse bien, qu'il fasse mal, nous devons la critiquer. Il y a un langage de mon pays qui dit, tel que vous aujourd'hui, comme j'ai eu à le dire, lorsque quelqu'un porte une belle tenue, qu'il soit votre adversaire, qu'il soit votre ennemi, mais félicitez-le. Et c'est ce que je nous demande aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu des progrès? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de progrès? Est-ce qu'il va encore en avoir? Ce qu'il faudrait plutôt voir en Patrice Talon, c'est du jamais vu depuis 1960. C'est que le Bénin, on ne se contente plus de gérer le quotidien pour penser à un renouvellement. Le courage de l'homme, c'est de poser le Bénin de demain. Il a posé, nous l'avions constaté lors de son premier quinquennat et aujourd'hui. Et c'est-à-dire le Bénin du futur est en train d'être posé. Et merci je m'en réjouis à vous, énormément. Maître Migan. Alors, Maître Baparapé, Oui. je me retourne vers vous. Nous allons passer au sujet suivant qui nous réunit ce matin. C'est vrai que le temps qui nous a été imparti est assez court. Nous parlerons de la grâce présidentielle en tant que praticien de droit. Quand même, averti au regard des années que vous avez eu à exercer cette profession, dites-nous, pour vous, c'est quoi la grâce présidentielle? Quelles sont les conditions au Bénin pour bénéficier de la grâce présidentielle? Bon, écoutez, en langage terre à terre, puisque c'est ça qui préoccupe beaucoup de gens, grâce. Bon, Depuis les condamnations de Joël Haïbor et de Ricky Amadou. Pas Amadou. depuis les condamnations. Ça dit. C'est vrai qu'on avait appelé, on avait voulu pour Laurent Métaillon. Non, déjà en 2019, c'était d'actualité et le chef de l'État est allé au-delà pour faire l'amnistie. Et ça, c'était à son actif pour rassembler la population, pour rassembler le peuple et construire la nation. Alors, en 2021, les mêmes causes produisant les mêmes effets, on est revenu encore, la grâce a encore pris et a occupé l'actualité. Et pourquoi? Là, maintenant, il dit non, qu'il y a récidive. Il n'y a pas de récidive en matière politique. Mais la récidive, là, c'est de leur côté, puisqu'il y a les lois chrysogènes qui ont occasionné 2019. On a dit, et pas d'opposition, pas d'élection. En 2021, même chose. On a fait parrainage, et finalement, ça a provoqué ce que ça a provoqué. Donc, les gens sont arrêtés. Je viens. Les gens sont arrêtés et on demande grâce. Nous, on a dit non. La grâce consiste pour le chef de l'État constitutionnellement. Voilà, merci. Constitutionnellement, donc, à pardonner celui qui a commis une faute et qui a été condamné, qui a fait l'objet d'une condamnation à l'issue d'un procès. Quelles sont les conditions pour bénéficier de la grâce au Bénin? Mais les conditions, il faut avoir été d'abord condamné. Il faut premièrement, avoir été condamné par une juridiction. Deuxièmement, il faut que la condamnation soit devenue définitive. Donc, pour que le condamné puisse faire un recours en grâce adressé au chef de l'État. Que le chef de l'État reçoive et
dans les conditions prévues par la loi, examine pour voir s'il est éligible donc, à cette grâce-là. Une petite question pour étayer votre argumentaire. Oui. Est-ce que le chef de l'État peut ne pas gracier tant qu'il n'y a pas ce recours qui lui a été adressé? Oui, parce que nous, au temps de Kérékou, nous avons bénéficié en 2004, en 84, le 3 août 1984, le général Mathieu Kérékou, je ne sais pas s'il était général à ce moment, mais il a fait une grâce. Il a fait une grâce alors même que on était en internement administratif, alors même qu'on était en clandestinité. On n'avait pas été condamné. Mais pourtant, on a dit que c'est une grâce amnistiante. Les juristes, c'était, les Robert Dessous qui entouraient le chef de l'État à l'époque, mais ils ont fait une sorte de grâce. Et c'est comme ça que les détenus sont sortis. Nous qui étions en clandestinité, on s'est imposé comme ça. Mais après, on nous a repris encore. Donc, il y a eu cette grâce-là. Ça veut dire que le chef de l'État peut... Il s'agit du chef de l'État, à qui la Constitution a quand même donné de l'âge pouvoir, de grand pouvoir. De grand pouvoir en cette matière-là. Donc, si nous retournons à cette jurisprudence, je peux dire que il s'agit de la politique. Sans recours en grâce. Sans que nous, on n'avait pas écrit, les Noudjanoumé qui étaient en détention n'avaient pas écrit au chef de l'État pour dire pardonner. Bien au contraire. Nous-mêmes, quand on était à Ségbana, on a dit de demander pardon, on a refusé, mais on nous a laissé quand même. Alors, Maître Migan, vous avez suivi... Mais là, ce n'était pas amnistie. C'était pas amnistie. Vous avez suivi votre confrère. Selon vous, également homme de droit, c'est quoi la grâce présidentielle? Et au Bénin, sous Patrice Talon, quelles sont les conditions qui rendent un détenu éligible à la grâce présidentielle? Non, je crois que mon confrère a rappelé, à juste titre, les conditionnalités pour bénéficier d'une grâce. Mais là où je voudrais rebondir et aller un peu plus loin pour lui expliquer, il a parlé de grâce et il a parlé de l'amnistie de 2019. Je faisais partie de ceux qui étaient au Palais des Congrès lorsqu'il y a eu le dialogue politique. Et au cours de ce dialogue politique, nous avions demandé que l'on aille à l'amnistie, ce qui avait été fait, puisque c'est du domaine du législateur. Oui. Ensuite, il a parlé, donc ce n'est pas la grâce, ça, le législateur n'est pas l'exécutif. Oui. Ensuite, il a parlé de récidive en matière politique. Mais je suis entièrement d'accord avec mon confrère. Or, si je reprends ces mots, récidive en matière politique, c'est là où je dis qu'il faut faire attention aux mots que nous utilisons. Pourquoi? En parlant de grâce, c'est surtout par rapport à deux personnalités, M. Aïva et Mme Madougou. Mais pour que ces deux personnalités, à travers le statut d'homme politique, bénéficient de la grâce présidentielle, faudrait-il encore qu'ils soient dans ce qu'on appelle la récidive en matière politique? Or, quand nous prenons le décret numéro 2021, tiré 418 du 3 août 2021, vous constaterez que ce qui est prévu pour que l'on puisse bénéficier de la grâce présidentielle, c'est des critères, c'est des conditionnalités, c'est des bien précis. Quels sont les critères? Et c'est là où je veux en venir. Quand vous prenez l'article 1er, il dit « Les personnes détenues et condamnées à des peines criminelles et correctionnelles pas une décision devenue définitive, comme l'a rappelé à justice mon confrère des cours au tribunal de la République du Bénin au 31 juillet 2021, bénéficient d'une mesure de grâce suivant les modalités définies par le présent décret. » Et l'article 2 dit « Sont exclus du bénéfice de cette mesure de grâce les personnes condamnées pour les infractions ci-après. 1. Assassinat. Il n'y a pas eu d'assassinat en ce qui concerne ni Madougou, ni ses complices, encore moins Aïva et ses complices. 2. Association de malfaiteurs. Or, dans les 4 chefs d'accusation en ce qui concerne Mme Madougou, le premier chef d'accusation, c'est association de malfaiteurs. Ensuite, vous avez blanchiment de capitaux. Le premier des 2 chefs d'accusation en ce qui concerne M. Aïva, c'est blanchiment de capitaux. Je peux continuer.
Mais pour rester à ces deux chefs d'accusation pour l'un et pour l'autre, je ne sais pas comment ils pourraient bénéficier de la grâce présidentielle alors que le chef d'accusation pour lequel ils ont été condamnés, en ce qui concerne Mme Madougou, à 20 ans, association de malfaiteurs, et en ce qui concerne M. Aïva, blanchiment de capitaux, il pourrait bénéficier de la grâce présidentielle. Mais je ne finis pas par là. Mais je ris. Je ne suis pas pour la mort du pécheur. Mais voilà des gens qui, pendant très longtemps et encore maintenant, dénient, et il vient encore de le dire en ce qui concerne les députés et même le chef de l'État, qui ne reconnaissent pas. Vous ne le reconnaissez pas, vous le combattez, vous ne voulez plus en entendre parler de lui, vous estimez qu'il n'est pas l'homme de la situation parce que son mandat aurait fini depuis le 5 avril 2021. Ou dans la même... là, ça a été proclamé, vous le combattez, vous parlez des députés qui sont à l'Assemblée nationale, qui sont ceci, vous ne les reconnaissez pas. Et vous avez le toupet, je dis bien le culot, je dis bien le toupet, de venir demander à ceux que vous ne reconnaissez pas de vous pardonner. Pourquoi pas? Je dis bien que je ne suis pas contre la mort du pécheur. Je vous ai expliqué. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans ces conditions? Mais vous savez, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Ce que je souhaiterais pour Madougou, ou encore en ce qui concerne M. Aïva, puisque j'ai dit les imbéciles ne changent pas, ils n'ont qu'à écrire. Ils n'ont qu'à écrire, ils n'ont qu'à dire. Nous reconnaissons déjà un grand pas pour que nous commencions par dire que ceux-là, enfin, sont dans ce qu'on appelle le respect de l'article 34 de l'ordre constitutionnel, de la loi, du règlement, et ainsi de suite. Mais comment dans le même temps vous pouvez dire « je le vomis », je ne le reconnais pas, et vous venez pour demander allégeance. Il y a quelque chose qui ne va pas. Non, mais vraiment, vous voyez comment il a monté les choses pour montrer que bon, c'est eux qui font ces textes-là. Hein. C'est eux qui font ces textes-là. Parce qu'ils savent qu'il n'y a même pas eu pour Madougou, malheureusement, ce n'est pas association de malfaiteurs pour elle. Alors, blanchiment là, blanchiment dont on parle, Aïva a vendu drogue. Ou bien c'est, comment on appelle, ossements humains qu'il a vendu. On dit, dans le procès, on dit, Jacques Migan n'a pas payé ses impôts, et c'est dans ceux qui n'ont pas payé là qu'il a donné de l'argent à Maître Baparapé, donc il a blanchi l'argent. Ça là, c'est tout, hein. C'est votre version des Non, faits. non, c'est ce que le dossier dit, vous n'êtes pas dans le dossier. Donc je viens. Parce que ça, là, c'est des dangers pour la République. Voilà comment il a présenté les choses. Mais nous sommes en politique. Nous sommes en politique et ça veut dire quoi? Parce que j'ai dit que toi, tu n'es pas, comment on appelle? Je t'ai combattu sur le plan politique, donc tu m'as arrêté. Et bon, comme j'ai dit, bon, comme on avait combattu Kérékou là, ça veut dire que Kérékou n'allait pas nous libérer. Ça veut dire que Kérékou n'allait pas nous libérer puisqu'on l'a combattu. Mais il a fait d'abord en 84 et ensuite maintenant en 90, les conditions politiques l'ont obligé donc à lâcher. Et c'est ça que, dans ça que nous sommes en parlant de démocratie et de liberté. C'est au prix de lourds sacrifices. Ça veut dire quoi? La République est là, donc Jacques Migan sera là applaudi, donc, et que tout le monde doit applaudir, et que donc à partir de cet instant, le chef de l'État peut être bienveillant, et puis bon, accorder la grâce. Non! Alors, que suggérez-vous? Ce que moi je suggère, malgré, parce que le dysfonctionnement de l'Assemblée qu'on connaît là, c'est le chef de l'État qui l'a voulu. C'est lui qui l'a voulu comme ça, c'est pas le peuple qui l'a voulu. Et donc, malgré, bien que nous disons que ce n'est pas une assemblée légitime, elle doit encore faire ce que la Constitution lui dit de faire, en dépit du fait qu'ils sont mal élus. Alors, vous dites que c'est pas une assemblée légitime, mais vous voulez qu'ils quand même. Des droits, quand même. Vous ne voyez pas... Oui, non, il n'y a pas de contradiction dans ça. Il n'y a pas de contradiction. Puisqu'on les a investis de force de faire quelque chose, et ils sont obligés de faire de ce que la Constitution dit toujours que nous sommes tous unis autour d'une chose, la Constitution, même si nous, on conteste cette Constitution révisée. Non, écoutez, il s'agit de la politique, mon cher. Oui, justement. En matière de politique, il n'y a pas de logique. On parle de politique, il n'y a pas de logique, mais il y a des erreurs, il y a des fautes. Non, écoutez, le bâtonnier conviendra avec moi. Nous sommes des professionnels de la justice, nous sommes des techniciens de l'art.
Et on dit, quand la politique rentre dans le prétoire par la porte, le droit en sort par la fenêtre. De la même façon, dans la République, quand la politique s'installe, il s'agit de la politique. Mais tout ce qui est fait ici, là, il n'y a aucune logique juridique qui soit suivie. Ni devant les juridictions, ni en dehors des juridictions. C'est la volonté du chef de l'État qui est exécutée à la lettre et partout. Et donc, ayant caporalisé tout, mais il est tenu, dans les conditions de cette caporalisation, de faire ce que le peuple lui demande. Ou bien il est au-dessus du peuple. C'est Oui. de ça qu'il s'agit. Vous savez, Vous voyez, donc, on est dans deux logiques différentes. J'ai toujours pour habitude. On est lorsque dans je suis deux logiques un différentes, débat, malheureusement. j'aime exploiter soit ce qui est, Oui, soit ce que dit mon contradictoire. oui, Mon contradicteur. contradicteur. Et je viens de rappeler à l'instant ce qu'il a dit en ce qui concerne les récidives en matière politique. Et j'ai bien précisé que les raisons pour lesquelles Mme Madougou et M. Aïvo ont été condamnés n'ont rien à voir avec la politique. Ça, ils ont posé des actes de droit commun. J'ai rappelé blanchiment d'argent. Il a donné sa version de ce que lui n'entend pas blanchiment. Or, dans le prétoire, puisqu'il n'était pas dans le dossier pour en savoir, il a été dit par l'auteur lui-même, j'entends par là M. Aïvo, que l'argent qu'il a versé au titre de la caution venait d'un certain M. Huidanou, et qui connaît M. Huidanou et qui connaît la source peut facilement déduire et dire d'où, pourquoi on parle de blanchiment. Point. Non, En ce qui concerne Mme Madougou, quand on parle de malfaiteurs, association de malfaiteurs, nous connaissons tous la définition. Et je disais tout à l'heure hors micro qu'on parle tout le temps de Mme Madougou, mais il y a ses complices. Oui. Il y a M. Saka-Georges, il y a un certain Touré. Donc, ils ont eu à dire, ils ont expliqué ce qu'il en est. Donc, c'est pour dire que mon confrère doit revenir à son dossier qu'il connaît et dire ce qu'il en est. Il s'agit de la vérité. Maintenant, vous parlez de dysfonctionnement de l'Assemblée. Vous continuez à dire que c'est une Assemblée qui est mal lue. Je reprends vos termes. Absolument. Et vous finissez par dire que nous contestons la révision de la Constitution. Et c'est là où je me demande, mais que voulez-vous? Que voulons-nous? Nous sommes dans un contexte où nous avons à la tête de ce pays un humaniste. Vous avez un homme ouvert. Vous avez un homme qui croit en ses compatriotes. Et je l'expliquais par rapport aux actes qui sont posés par l'un et l'autre. Donc, frère, qu'on souffrait que je vous dise ceci, la grâce présidentielle en l'état de ce que je vous ai dit par rapport au décret numéro 2021-418 du 3 août 2021, pour pouvoir en bénéficier, il faut impérativement ne pas avoir été condamné comme pour chef d'accusation, association de malfaiteurs, blanchiment d'argent. Alors, Maître Migan, pour finir rapidement, est-ce qu'il y a une solution politique qui s'offre à eux? Je vais vous poser une question. La solution politique, c'est lui-même qui l'a dit tout à l'heure. Et je suis d'accord avec lui. Il dit récidive en matière politique, oui. Mais quand quelqu'un de droit commun, c'est comme si vous demandez aujourd'hui aux trafiquants de drogue, à celui qui a tué un mineur, celui qui a posé des actes ignobles, afflictives et infamantes. Vous demandez qu'on le gracie. Est-ce que vous imaginez ce que ça veut dire? Mais c'est dangereux, c'est grave. Le débat reste ouvert. Maître Parapé, un commentaire pour finir. Il ne faut pas comparer ces personnalités politiques qui se sacrifient comme nous-mêmes. On se sacrifie. C'est un sacrifice de temps moderne. Parce que à chaque époque, son sacrifice. Et qui se sacrifie pour la nation, pour dire que bon, si tu as tué un mineur, est-ce que tu vas demander grâce? Mais non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit ici de contexte politique que lui ne veut pas reconnaître. Il s'accroche à la loi, au droit. Il n'y a pas, ici, là, il s'agit de la politique. Je le dis, il n'y a pas de droit. Non, il n'y a pas de droit là. Il n'y a pas de droit là. C'est vous, les juristes, qui mettez dans la tête du chef de l'État un faux droit. C'est un faux droit, ça. Non, je suis désolé. Je suis avocat. Je sais de quoi je parle. Je suis avocat et si je parle comme ça,
Et je suis aussi un acteur politique qui fait une lecture politique. Le chef de l'État même sait que c'est une solution politique. Ce n'est pas les conseils, comment on appelle ça, grelottants là, qui vont venir lui dire, bon, fais ceci, fais ça. Non, le chef de l'État sait ce qu'il doit faire. Et il sait qu'il va amnistier les gens. Maître Migan, il sait qu'il va le faire. Et je le lui demande chaque fois. Je voudrais que... À défaut, bon, si, je viens. S'il y a pas, si on dit, bon, il n'y a pas grâce, il ne peut pas faire grâce, mais il faut donner les instructions à son assemblée pour dire, bon, il faut les libérer. Il suffit que le chef de l'État dise, libère, il les libère. Et donc, nous mettons la pression. Oui, c'est facile. Donc, nous mettons la pression sur le chef de l'État pour qu'il libère. Et eux, ils mettent la pression pour qu'il ne libère pas. On verra celui qui va remporter. C'est nous qui allons remporter. Merci non, à vous, Madame. Nous avions évoqué ce matin, à travers l'allocution du chef de l'État, on a revu les 3 sujets forts qui sont d'actualité, pas seulement sur le plan national, mais sur le plan international. Nous sommes en partie d'accord sur l'intégrité du territoire qu'il faudrait impérativement sauvegarder, lutter contre ces terroristes. Nous avions également dit, en ce qui concerne le pouvoir d'achat de la ménagère, son panier, les conséquences dues au coronavirus, et qui n'occulte point les détournements qu'on continue à combattre. Et j'ai dit qu'il y a eu, à l'entame, au début de son mandat, 200 milliards qu'on a obtenus grâce aux arrêts. Et enfin, nous avions dit ceci pour la grâce présidentielle. Il y a un décret. Ce décret, je dis, on ne peut pas demander la mort du pécheur. Si c'est le chef de l'État qui l'a pris, c'est un décret. Si lui, il estime qu'il peut revoir son décret en éliminant l'association de malfaiteurs et blanchiment, c'est lui qui voit. Mais ce qui est certain à savoir, il faudrait que les autres, ceux qui nous écoutent, le sachent, quelle que soit la situation, ça ne culte en rien leur casier judiciaire. Il sera toujours porteur de 20 ans de prison, de 10 ans de prison, 10 ans pour Aïvo, 20 ans. Et quand vous prenez la charte sur les partis politiques et le code électoral, je crois que en l'état là, politiquement là, c'est des gens qui doivent tirer les conclusions par rapport à ce qu'ils ont eu comme condamnation. Voilà ce que je peux dire. Merci à vous, Maître Jacques Migan. Oui, mon mot de fin aussi. Vous l'avez fait tout à l'heure? Non, jamais. Jamais. Mon mot de fin, jamais. C'est pas mon mot de fin, ça. Mon mot de fin, c'est que toutes ces condamnations-là, ça a été un cycle juridique, un cycle juridictionnel. C'est un véritable cycle, une parodie de justice qui ne devrait pas au 21e siècle. Vous êtes en train d'amener le bâtonnier encore réagir? Non, il ne va pas réagir. Vous relancer le débat. Et donc, je félicite votre chaîne de nous avoir vraiment donné la parole. Et je ne dirais pas que je félicite, je salue le bâtonnier donc, pour avoir accepté de débattre avec moi, parce que ce n'est pas facile. Vous voyez, donc nous sommes dans 2 registres différents. Ce que moi je voulais dire pour finir, c'est que le Bénin là, c'est pour nous tous. Et on ne doit pas se réjouir en matière politique des malheurs de l'autre et dire qu'ils vont tirer les conséquences. Le chef de l'État qui a pris le décret, forcément le dictateur a quelque part cette fibre humaniste. Il est dictateur. Qui a mené donc à revoir et pouvoir libérer les gens. Comme c'est un décret, il va revoir et libérer les gens. Donc, non, je ne vais pas réagir. Puisque j'ai dit à donner mon mot de fin. Nous demandons le chef de l'État, nous, en tant que militants des droits de l'homme. Je ne peux pas demander à quelqu'un. Nous demandons au chef de l'État, en tant qu'acteur activiste des droits de l'homme, de ne pas écouter les migrants là. Non, de ne pas les écouter. Parce que s'ils les écoutent, le pays ira à feu et à sang. Or, les djihadistes sont en train de nous attaquer. Corona nous attaque et voilà d'autres Corona encore qui sont en train de l'intoxiquer. Mais non, c'est pas bon. Non, je ne vais pas réagir. Non, il ne va pas réagir, c'est un sage. Non, je crois que... Non, c'est le chef de l'État nous a écoutés aujourd'hui. Il va prendre, il va arbitrer et laisser... Je vais dire la vérité. Oui, voilà. Il a dit quelque chose. Nous sommes tous béninois. Le Bénin nous appartient tous. On a besoin de tout le monde pour lutter contre l'insécurité territoriale, d'une part, pour lutter contre le virus. Et que je voudrais dire ceci, que les gens se vaccinent, que les gens acceptent de se vacciner, de savoir qu'il y a le coronavirus.
Et je termine en disant ceci, bonne heureuse année à tout le monde, à nous tous, et que nous rentrions dans l'année 2022 dans la paix, dans la joie, avec une bonne santé, et que tous les Béninois, quelles que soient nos positions, nous accompagnons, que nous puissions accompagner le développement qui se fait aujourd'hui pour nos enfants, pour nos petits-enfants, parce que le Bénin est en progrès. Et ceci grâce à Patrice Talon. Merci à vous, Maître Migan. Je rappelle que vous êtes ancien bâtonnier, vous êtes acteur politique. Vous étiez face à Maître Paparapé, qui est avocat barreau de Cotonou, président de l'Organisation pour la défense des droits de l'homme et des peuples. Merci pour ce débat hautement contradictoire et assez intéressant et riche. Chers amis internautes, je vous formule mes vœux les meilleurs pour le compte de l'année 2022. Portez-vous bien. On se retrouve le 22 janvier prochain pour un autre numéro d'émission de Info Hebdo. Portez-vous bien. Heureuse et prospère année à toutes et à tous. Portez-vous bien et à très bientôt pour d'autres rendez-vous médias. Merci beaucoup.